Cube Radio. Épilogue. Bienvenue à notre deuxième épisode sur le référendum de 1995, raconté par Mario Dumont, un des chefs de la coalition du oui, et Lisa Froula, co-porte-parole du camp du non pendant la campagne référendaire. Je suis Benjamin Tremblay, je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Dans le premier épisode, on a su que Mario Dumont s'était joint au camp du oui pour permettre à son parti politique, l'ADQ, l'ancêtre de la CAQ, de participer de plein pied dans le débat de fond qui ébranlait la société québécoise. Dire non pour lui, c'était faire équipe avec les libéraux de Daniel Johnson, qui n'était pas assez nationaliste et qui défendait Charlottetown, alors qu'il n'y avait rien pour le Québec là-dedans. L'abstentionnisme était hors de question pour lui. Il voulait un certain oui. Un oui qui permette un partenariat politique et économique avec le Canada. C'est la condition sine qua non, la condition indispensable selon lui. De son côté, Lisa Froula, qui était alors députée de l'opposition du Parti libéral de Daniel Johnson, nous a raconté comment elle se situait dans l'aile nationaliste du parti. Pour elle, le nationalisme et la défense du non au référendum allaient de pair. Aujourd'hui, Lisa Froula raconte que la campagne des libéraux au Québec pensait pouvoir faire mieux. C'était quoi votre relation avec Jean Chrétien? Ben, pas fort au niveau provincial. Pas fort. Nous, on n'était pas d'accord parce qu'on trouvait que, ben là, il arrive, c'est sabot, puis il nous fait du tort, il va nous faire du tort, puis... mais d'un autre côté, du point de vue fédéral, quand je mets mon autre chapeau, je peux pas le blâmer de l'avoir fait non plus. Mais les sondages, eux, savaient. Était pas très... En tout cas, la marge, ça me nuisait. Et que là, il y avait un gros danger de bascule. Parce que quand on a commencé le référendum, on était à 10 points d'avance. 10 points d'avance. Aussi, le début de campagne du oui de Mario Dumont brasse la cage des indépendantistes. La campagne commence et les sondages, le oui est en retard, mais je veux dire, moi, être en retard d'un sondage avec l'ADQ, depuis que j'ai fondé l'ADQ, j'ai vu ça, tu sais. Donc, moi, je trouvais pas ça... je sentais quand même que les Québécois étaient ouverts. Je trouvais que la question était bonne. Fait que je n'étais pas défaitiste du tout. Mais je me rendais compte que dans le camp du oui, là, c'était très défaitiste. Très, très, très défaitiste. Bon, on était 5-6 points arrière, mais je veux dire, t'es dans un référendum. Fait qu'un point, t'enlèves un, tu l'enlèves à l'autre. Donc moi, je trouvais pas ça si désespéré que ça. La première journée que j'ai l'autobus du oui, je fais quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, que je sais qu'il se fait des autobus de campagne. Le chef laisse rentrer les journalistes dans l'autobus du chef. Il fait une espèce de petit caucus, là, comme au football, avec des journalistes. Et là, je leur dis ça, là, qu'il y a une mentalité, j'utilise le mot même, il y a une mentalité de loser dans le camp du oui, puis c'est la première chose qu'il faut changer, puis tout ça. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le 1er octobre 1995, les Québécois sont officiellement convoqués aux urnes pour un référendum le 30 octobre. Le oui est dans une forme d'impasse. On a de la misère à aller chercher l'appui populaire. Le 5 octobre, vous avez un grand rassemblement du camp du non. Puis le 6, une sortie de Jean Chrétien à Shawinigan, dans sa circonscription. On se dirige vers une reprise de 1980. Après une semaine de campagne, le camp du oui cherche encore une étincelle. Le camp du non est confiant. Pour Parizeau, il faut faire quelque chose. C'est là que Lucien Bouchard, dans une grande mise en scène, devient le chef officieux du camp du oui. Parizeau le nomme en fait négociateur en chef du Québec, mais en réalité, c'est surtout un prétexte pour lui céder la première place. Faut se rappeler que Bouchard est vu comme un miraculé. Il a presque des auras de Messie après son amputation de la jambe, quelques mois seulement auparavant. Immédiatement, le camp du oui prend de la vitesse. Le soir du 18 octobre, moins de 2 semaines avant le référendum, l'élite du monde des affaires se réunit au Palais des Congrès de Montréal pour signifier son appui au non. Jean Chrétien est dans la pièce. Le même soir, pendant qu'ils sont là, un sondage donne une majorité au oui pour la première fois. Les invités sont sous le choc et se mettent à questionner Jean Chrétien sur le plan B. Et on se rend compte que Chrétien n'a pas l'air d'en avoir un. C'est la panique.
Le 21, le oui a 7 points d'avance dans les sondages et le camp du non se déchire de tous les côtés. Daniel Johnson et Jean Chrétien peuvent plus sentir. À Ottawa, l'ambiance est surréaliste. Et dans ce climat, le 23, le président de la France, Jacques Chirac, est sur le plateau de Larry King à CNN et il dit ouvertement que son pays reconnaîtrait une victoire du oui. S'ensuit ce qu'on pourrait appeler la bataille de l'Aréna de Verdun. En 2 soirs, le 24 et le 25, les 2 camps tiennent des rassemblements gigantesques. Le 24, c'est le non, et Jean Chrétien retourne sa veste pour finalement reconnaître la nation distincte du Québec. Le lendemain 25, pendant que le camp du oui se rassemble à Verdun, Chrétien fait un discours à la nation pour prévenir les Canadiens qu'un oui serait irréversible et qu'il y aurait des conséquences imprévisibles et incalculables. Le 27 octobre, le camp du non lance tout ce qui lui reste d'énergie et de ressources. C'est le grand Love-In de Montréal. Des dizaines de milliers de Canadiens arrivent de toutes les provinces pour manifester en faveur du non. Au Québec, la réaction est pour le moins mitigée. Le 30 octobre, c'est le jour fatidique. Les 2 côtés sont épuisés. Un sondage léger place le oui et le non à égalité statistique. Les Québécois sont prêts et divisés plus que jamais. Aujourd'hui, on reprend le récit avec la déclaration de Mario Dumont sur la mentalité de loser dans le camp du oui. Là, ça a comme eu quand même un électrochoc. Il y a des gens qui m'ont planté, mais il y a un paquet de gens, puis je l'ai su après, dans les militants du PQ qui se sont mis à dire, sais-tu quoi? Il a raison. Comment l'arrivée dans la campagne de Lucien Bouchard et de Jean Chrétien a tout changé? Et là, 3 jours après, Lucien Bouchard est désigné négociateur en chef. Et ce faisant, on comprend que c'était une passe élégante pour M. Parizeau pour redonner à Lucien Bouchard le haut du pavé, qu'il prenne une place plus grande dans les rassemblements, que ses messages soient plus souvent au bulletin de nouvelles que ceux de Parizeau. Parce que M. Parizeau se rend compte que Lucien Bouchard a plus d'ascendant sur les Québécois, mais surtout, beaucoup plus d'ascendant sur les indécis, là. Tu sais, sur les indépendantistes convaincus aimaient mieux Parizeau. Mais il allait voter oui de toute façon, là. C'est ceux qui étaient... C'est la masse des indécis qu'il fallait aller chercher. Donc, gros geste d'humilité pour Très beau geste d'humilité, très important geste d'humilité. Donc, partant de là, moi, le lendemain de cette annonce-là qui s'était faite dans un rassemblement, justement, des 3 chefs à l'Université de Montréal, le lendemain, je me retrouve dans la région des Cantons de l'Est, un rassemblement à Kings Falls avec Lucien Bouchard. Et là, c'est plus la même campagne. Là. Je veux dire, ce que j'avais décrit comme une mentalité de loser, là, on n'est pas débarqué de l'autobus. Les gens voient apparaître Lucien dans le profil de Lucien dans la fenêtre de l'autobus. Ça hurle dans la cour. On va gagner. Et là, les gens, c'est là que ça a commencé, ces fameux mythes des gens qui voulaient toucher Lucien Bouchard dans les rassemblements, qui s'étiraient pour le toucher, puis tout ça. Toi, t'as été témoin de ça? J'étais avec lui, puis j'étais plus souvent avec Lucien Bouchard qu'avec M. Parizeau. J'étais plus que témoin, là. J'étais juste à côté. On rentrait, mettons qu'on traversait une salle, mettons on arrivait dans un aréna, la scène était à un endroit, puis on arrivait du fond, là. On traversait côte à côte, là. Fait que, j'étais plus que témoin, j'étais là, t'sais. Fait que, à partir de ce moment-là, la campagne a été une campagne d'enthousiasme jusqu'à la fin, jusqu'aux 48 dernières heures, là. Et après ça, il y a eu des game changers. Il y en a eu le premier, ça a été... Puis c'est pas de sa faute. C'est Claude Garcia qui était président de la Standard Life, puis c'est pas de sa faute, mais ils sont pas habitués. Ces hommes d'affaires-là sont pas habitués à ces genres de rallyes-là. Et quand tu diriges une compagnie, tu dis ce que tu as à dire. Fait que lui, il a dit ce qu'il avait à dire. Puis là, avec l'énergie d'un rassemblement, l'énergie de la foule, il a été dire « on va les écraser ». Puis là, je me souviens, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « oh, ça, c'est pas bon ». Parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de vendre notre idée. C'est pas d'écraser personne. Parce qu'il va falloir travailler tout le monde ensemble après. Fait que ça, je me souviens de la réaction que j'ai eue. Là, ça a fait comme un petit choc électrique. Et deuxièmement, c'est quand M. Parizeau, avec un énorme geste d'humilité, il faut comprendre. M. Parizeau, là, c'était le rêve de sa vie. Ouais. Et parce que c'était le rêve de sa vie, il a décidé de prendre un énorme recul pour laisser toute la place à Lucien Bouchard.
Et quand Lucien Bouchard est descendu, ça a été le game changer. Ouais. Parce que là, on avait affaire avec quelqu'un d'un charisme fou. Plus, il avait eu son accident l'année avant. Alors, donc, tu sais, l'homme qui arrive avec sa canne, qui a subi, tu sais, une opération terrible. Surmonter les défis, les obstacles. Et tout, ben voilà, qui a surmonté les obstacles. Les gens, là, se pressaient autour de lui pour le toucher. Monsieur Parizeau, là, faisait la tournée B pendant que Il y avait Lucien un réel Bouchard, geste d'humilité. là, faisait la tournée A, là. Pas eu un peu ce phénomène-là avec Jacques Chrétien et Daniel Johnson, justement, où ça a pris une certaine forme? Non. Daniel Johnson n'a pas laissé sa place. OK. Jean Chrétien s'est imposé. OK. Pas pareil. C'est pas pareil, ça. Jean Chrétien a décidé que là, le fédéral se devait de parler, c'était trop grave, puis qu'on briserait pas un pays sans que lui mette son nez là-dedans, là. Ça se passe comment, concrètement? C'est quoi? On reçoit un appel pour coordonner? Mais je sais pas. Moi, je vais vous dire, là, moi, j'étais sur le terrain. Ouais. On me disait d'aller à une place, on me disait d'aller à l'autre, tu sais, là, d'aller convaincre. Alors, j'étais comme un agent convaincant. Alors que ceux qui étaient là, les organisateurs, là, la stratégie se faisait à ce niveau-là. Moi, j'imagine que Jean Chrétien a fait, excusez-moi, là, mais là, moi, j'entre dans vous allez faire vous faites un rallye. Tu vous faites un rallye. Ah, vous faites un rallye à Verdun. Ah, ben, parfait. J'y serai. Et le premier ministre du Canada, là, j'y serai. Jean Chrétien, là, on peut être d'accord ou pas d'accord. Et Dieu sait si j'étais pas d'accord, mais c'est une bête politique incroyable. C'est un talent politique. Puis ajoutons à ça une expérience à la fin d'une trentaine d'années. Mais c'est un talent politique exceptionnel. Et je dois dire, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on retrouve ce genre de bête politique-là. Comment ça s'est construit, cette coalition-là, si on peut l'appeler comme ça, plus large, où justement il y a eu cet apport-là de joueurs qui venaient du fédéral? Ben, de joueurs qui venaient de faire. Écoutez, c'est quand même un peu normal qu'il y ait des intervenants intéressés à venir donner un coup de main, à mettre la main à la pâte, surtout que c'était des intervenants québécois. Alors, Jean Charest, par exemple, a été un des porte-parole, mais Jean Charest avait un comté au Québec et c'est un Québécois. Mm-hmm. Paul Martin, comme ministre des Finances, qui a été considéré comme le meilleur ministre des Finances du G8, lui, la même chose. Son comté est au fédéral, il demeure à Westmount, c'est ici, il est établi au Québec. Alors, eux ont dit, il y avait Lucienne Robillard aussi, qui avait fait les deux, le provincial et le fédéral, puis ils ont dit, nous autres, on se rend disponible, on veut venir donner un coup de main. Tout comme de l'autre côté, il y a eu Lucien Bouchard, qui était au Bloc, qui était à Ottawa. Ouais. Il y a eu Lucien Bouchard. Ensuite, il y a eu Mario qui s'est joint. Donc, dans un référendum, c'est des forces vives d'un côté avec les forces vives de l'autre. Et c'était des individus québécois, beaucoup d'expérience, qui, eux, voulaient prêter main forte. Écoute, j'aimerais ça revenir sur la tribune du pavillon de la jeunesse à Québec parce que moi, je m'en souviens comme d'un moment grisant. J'ose même pas imaginer que ça pouvait être sur scène. C'est quoi le souvenir que tu gardes de ça? Est-ce que tu t'es déjà senti habité par la fièvre indépendantiste, là, au-delà de ce que tu aurais cru dans des moments comme celui-là, porté par le moment? Oui et non. C'est parce que ce serait peut-être utile de... Je suis pas un méga émotif, moi. C'est un assez cartésien, là, tu sais. Ça fait que j'étais là parce que je voulais être là. J'avais décidé d'être là. Il y avait des grands moments d'enthousiasme, mais en même temps... non, j'étais quand même les pieds sur terre par rapport à ce qu'on s'en allait, mais à savoir, est-ce que ce sont des souvenirs politiques incomparables? C'est sûr.
c'est une énergie, l'énergie de la foule, que probablement, à part dans des rassemblements politiques de cette envergure-là, il y a à peu près juste les rockstars là, qui ont eu la chance de connaître ça, là, la frénésie, l'énergie de la foule, le partage de quelque chose de commun. C'était certainement parmi les événements politiques les plus grisants que j'ai pu vivre. Donc, sur le coup, oui, j'étais dans cette excitation-là, mais pas... c'est pas plus emporté. C'est pas moi, là, mettons, de penser différemment. Une fois l'événement fini, de penser différemment. Non, le lendemain, j'étais toujours dans l'ABC de ce qu'on avait à accomplir. Je suis plate, hein? Non, mais écoute, moi, je veux que tu me racontes la vraie histoire. Fait que, écoute, si c'est ça qui s'est passé. Lundi, lorsque le Canada aura gagné et le Québec aura gagné, nous devrons tous énormément de reconnaissance à ce dur travailleur qui a fait ce travail nécessaire qui va nous conduire à la victoire. Vous donnez la main pour la survie de notre grand pays. Le fameux Lovin, on en a parlé dernièrement, hein, c'était dans l'actualité beaucoup. Pouvez-vous nous raconter c'était quoi? Le Lovin, c'était... Bon, je parlais, là, on est dans les 2 dernières semaines. Arrive Jean Chrétien qui s'impose, littéralement, qui s'impose sur la tribune à Verdun. Et là, il y a des stratèges au fédéral, dont Brian Tobin, qui avait été ministre des Pêcheries, qui a réfléchi à une grande manifestation. Puis, dans leur tête à eux, c'était de demander aux Canadiens de venir et de dire aux Québécois ne partez pas. Ça s'est fait à partir d'une bonne volonté, là. C'est d'arriver et de dire ne partez pas, nous autres on veut que vous restiez avec nous, puis on a besoin de vous autres, puis c'était dans l'esprit de dire faisons participer les Canadiens, et parce que ça va pas bien. Les sondages, là, ça va pas bien, c'est dangereux, ce qui se passe là. Tout le temps où on était 10 points en avance, il y a personne qui se mêlait de rien, là. Excepté que là, les sondages se rapprochaient de plus en plus. Et puis, je pense qu'à un moment donné, les sondages ont montré définitivement le oui, peut-être gagnant, là, tu sais. Ouais. Alors... ça prenait quelque chose de gros. Donc, ça prenait, dans leur tête à eux, ça prenait quelque chose de gros. Donc, ils ont fait cette stratégie du Lovin où ils ont fait venir des Canadiens de partout, dans une grande manifestation immense. On parle de, tu sais, il y en a qui disent 30 000 personnes. Moi, j'étais là, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. C'est entre minimum 75 et 100 000 personnes. Minimum. C'était vraiment ça, là. Et d'en arriver de partout, en surprise, pour dire ne partez pas. Ça, c'était le vendredi avant le référendum du lundi. Moi, quand je dis, moi, je suis sur le terrain. Je n'ai pas accès aux sondages et je ne les demande pas non plus. Je veux faire ce que j'ai à faire avec une paix d'esprit. Puis moi, ce que j'ai à faire, c'est de convaincre que l'option du non, pour le Québécois, c'est meilleur que le oui. Bon, alors, moi, je suis partie là-dessus, puis je voulais pas savoir, je voudrais savoir rien d'autre. Et à un moment donné, on m'a appelé la veille pour me dire, regarde demain, comme on faisait souvent, là. Tu sais, tu t'en vas à Chicoutimi, tu t'en vas à Trois-Rivières, tu t'en vas, bon. Alors, on me dit, demain, coin de Pile et Sainte-Catherine. Non, on a besoin de toi. On va faire un dernier gros rassemblement. Le lundi, c'est le vote. Alors, moi, OK, parfait. Ça achève. C'est le dernière fin de semaine. Fait que, correct. Vendredi, avant le référendum. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'organise avec Stéphane Forgette, qui est avec moi. Puis là, c'est Stéphane qui me dit, ça va être gros, là. Il y a quelque chose qui se passe. C'est gros. Il y a des panneaux. Tu sais, lui, il demeurait à la Chine, hein, fait qu'il fallait qu'il revienne, puis il dit, coudonc, il y a des panneaux sur les ponts, là, puis c'est marqué « Bienvenue ».
Donc, on prépare un discours, des notes, puis on part. Puis on se rend là à 10 heures, puis c'est là qu'on voit le mer de monde, là, les gens arriver, la marée. Alors moi, ma réaction, c'est qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui arrive? Il y a bien du monde. Et là, on s'aperçoit. Qu'est-ce que c'est. Après ça, on rencontre des gens, puis on dit, oui, c'est du monde d'ailleurs là, qui viennent, puis qu'ils viennent nous encourager, puis bon. Alors, c'est là que je suis montée sur la scène. Puis moi, c'est drôle parce que ça a beaucoup été discuté, ça, mais encore une fois, 25 ans plus tard, il y a une chose que je peux dire, c'est que ceux qui étaient là, ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux qui étaient très sincères, les gens étaient là, puis ils étaient contents d'être là. Ils savaient pourquoi ils étaient là, mais ils étaient contents d'être là. Ils parlaient au monde. Il faut quand même que tu fasses le geste de dire « je vais y aller ». Tu sais, tu peux pas juste aller en tourisme parce qu'il venait puis il repartait tout de suite après. Mais il fallait qu'il y ait quand même une sincérité dans le geste. Ça a été quoi la sensation sur scène avec cette mer de monde-là? Ça, c'était assez électrisant. C'était assez électrisant parce que on sentait évidemment l'énergie de la foule et on sentait la volonté de la foule, tu sais, de dire, c'était vraiment un love-in, ne veut pas, là. Il n'est rien arrivé. Il n'y a eu aucun dérapage. Il y a pas eu de violence. C'est comme le festival de jazz, tu sais. Il n'y a rien arrivé. Et ça, je dois dire qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, on est l'une des sociétés les plus démocratiques au monde. Au monde. J'irai jusque-là. Parce que dans l'émotion qu'il y avait là, c'est beau, ça. Je trouve qu'on s'est comporté durant le référendum comme une société mature et une société remarquable. Alors, allons au soir du référendum. L'ambiance était comment, là, le jour même? Vous vous attendiez à quoi? Je vais commencer par raconter une anecdote un peu personnelle sur le jour du référendum. Moi, j'ai voté à Rivière-du-Loup. Et le matin, les gens de la sécurité, on l'oublie, là, mais c'était quand même, il y avait de la nervosité. Fait que, tu sais, les gens de la sécurité avaient souhaité, moi je vivais dans une maison de ferme, c'était pas vraiment sécurisé. Les gens de la sécurité avaient dit, pour ça, le dernier soir, couche dans l'hôtel, là, tu sais, c'est plus simple pour nous autres, mettre la sécurité sur l'étage puis tout ça. Fait que j'ai couché à l'hôtel dans ma propre ville, c'est un peu bizarre, j'ai pas fait ça souvent, mais j'ai couché à l'hôtel dans ma propre ville. Le point de l'hôtel, c'est que je me réveille le matin, il est 7h moins 1. J'ouvre la télé dans un hôtel, t'as ça sur le lit, la télécommande, et là, j'ouvre la télé. Et là, je zappe un peu et j'arrive sur Good Morning America. Puis là, t'as les manchettes de 7 heures, les manchettes de 7-0-0, là, les grosses manchettes du jour mondial, là, de Good Morning America. Puis la première, là, c'est Big Decision for Canada Today, Québec is voting. Là, tu fais OK. C'est ça. C'est ça aujourd'hui, c'est gros, là. Pour moi, là, c'était vraiment ce qui me frappait, c'est de dire, c'est pas, le monde entier aujourd'hui retient, c'est comme première nouvelle, là, ce qu'on vit ici au Québec. Ça arrive pas souvent, c'est énorme. Mais ça aussi, toutes les journées d'élection, c'est un niveau de fébrilité. Mais ça, c'est quand même une classe à part, là. Un référendum, pensons-y, là, les plus jeunes ne peuvent pas se l'imaginer, c'est un référendum, là. Le gros journal, il était épais à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Le journal de Montréal du samedi, là, qui est dans tous les kiosques, là, à la une, là, c'est écrit 50,0, 50,0. Là. Léger a sondé, là, puis il était pas loin, il était à virgule près du résultat. Tu sais, l'esprit que ça laissait, l'atmosphère que ça laissait, c'était « wow, qu'est-ce qui nous arrive lundi soir? » Je pense que pour tous les camps, c'était plus de l'enthousiasme, c'était juste de la... C'est juste de la nervosité, là. Tu vois, ça se décrirait avec l'émoticône, avec les gros yeux, là, tu sais, du type qui sait pas ce qui va arriver, là, tu sais. En langage de 2020, là. Dans le prochain épisode, comment s'est déroulé le jour du vote pour Mario Dumont et pour Lisa Froula?
Comment ils ont accueilli les résultats, mais surtout, comment ils ont accueilli le discours du premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, le soir du référendum. Quelles sont les conséquences de ce discours sur la suite du mouvement indépendantiste, ou même nationaliste? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Et surtout, est-ce que la souveraineté est encore possible? C'est à suivre dans le prochain épisode d'Épilogue. Animation, Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Ménard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.